Bonjour, bienvenue dans T'as raté le coche. Aujourd'hui, on va aborder un sujet hyper important, d'autant plus post-Covid, c'est comment les collaborateurs peuvent prendre en main leur carrière et les développer quand ils sont même au sein d'une entreprise. Comment ça se passe? Donc on reçoit ce matin Jonathan et Benoît. Salut Benoît, Salut, ça je te va? laisse te présenter. Avec plaisir. Je suis Benoît, directeur recrutement marque employeur pour IKEA France depuis 2 ans et demi maintenant. Et Jonathan, que personne connaît, un petit Oui. nouveau de la fonction RH. C'est ça, qui squatte le podcast. Salut, directeur de développement RH pour Synergie, qui est un groupe de travail temporaire. Tous les deux, pour être dans les RH, il faut forcément être tatoué. On a Ouais, cette vibes. et pour travailler chez IKEA, ce qu'on se disait, il faut être grand, yeux bleus. C'est ça. C'est vrai que t'es un peu cliché quand même. Je sais. Alors, pour entrer dans le vif du sujet du développement des carrières, les chemins de carrière, les parcours, etc., peut-être pour introduire, nous raconter ton parcours chez IKEA, comment tu es arrivé chez IKEA, et puis quel a été ton parcours. Yes. Moi, en arrivant de chez IKEA, je sortais de 10 ans chez Decathlon. J'ai été chassé par un cabinet pour intégrer un magasin comme contrôleur de gestion opérationnelle, pour faire simple et pour le faire en français. Chez IKEA, on appelle ça le Business Navigator. Je fais ça pendant 2 ans. Et après, j'ai rejoint le siège juste avant le Covid sur l'équipe de contrôle de gestion France. J'ai repris une partie du management de cette équipe-là pendant 2 ans. Et donc, j'ai rejoint l'équipe RH, l'équipe de direction RH, il y a 2 ans et demi, avec cette belle passerelle entre les métiers de la finance et les métiers des ressources humaines. Et alors ça, tu dirais que tu es un exemple atypique, commun, courant? Je dirais que je suis un des exemples des belles passerelles et des beaux parcours de gens qui ont fait du marketing, qui sont maintenant sur la marque employeur, des gens qui traduisaient le catalogue à l'époque et qui continuent leur parcours chez les RH, de gens qui ont commencé Caddyman, qui sont directeurs de magasins aujourd'hui, il y en a plein. Alors, aujourd'hui, une des problématiques, quand on parle de développement de carrière en général, des collaborateurs en général, et je dirais que c'est valable pour toutes les générations, c'est de faire en sorte que les salariés eux-mêmes prennent en main leur carrière. Et ça, c'est un défi aussi pour la fonction RH. C'est-à-dire que le RH ou le HRBP, peu importe comment on l'appelle et peu importe la taille de structure, ne peut pas être derrière chaque collaborateur pour lui dire « Écoute, voilà, il y a telle possibilité pour toi, il faudrait que tu t'intéresses à telle filière, etc. » Comment on fait pour rentrer dans cette dynamique et faire en sorte de rendre les collaborateurs les plus autonomes possibles et de les responsabiliser au maximum sur leur propre développement de carrière au sein de l'entreprise? Après, toi, tu pourras peut-être nous parler du développement des talents un petit peu plus, mais je pense que tu as une des possibilités qui est l'outil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez IKEA, pour postuler, c'est le collaborateur qui le fait. C'est pas le manager qui joue son collaborateur dans des collégiales de managers ou des choses comme ça. C'est bien le collaborateur qui décide de cliquer sur le bouton et de postuler sur tous les postes du monde entier, sur tous les postes disponibles. C'est open bar. Open bar. Donc il n'y a pas de restriction. Par exemple, si je suis à la finance, je n'ai pas uniquement le droit de voir telle filière métier. Non, du tout. Ok. Et tu n'as pas de sectorisation par continent, etc. Tu vois vraiment le monde entier. Donc en fait, tu favorises aussi bien, d'ailleurs plus les mobilités transverses que forcément horizontales en fait. Ouais, non, tu favorises tout à la limite même. Et il y a forcément à un moment donné un échange avec le manager actuel. Ouais. Par contre, tu n'as pas ce frein que tu peux avoir dans certaines boîtes encore aujourd'hui. Je suis obligé d'avoir l'aval de mon manager pour pouvoir postuler. Là, c'est vraiment je postule, je rentre dans un process et après, il y a une prise de référence qui peut être faite. Jonathan, souvent en France, dans beaucoup d'entreprises, quand on parle mobilité, on pense souvent quand même à promotion. Et c'est pour ça que je faisais le distinguo mobilité horizontale, verticale. C'est quoi ton avis là-dessus ? Côté mobilité, je trouve qu'il y a des freins qu'il faut lever dont on ne parle pas souvent. C'est d'abord la peur de la patate chaude. C'est-à-dire que souvent dans les mobilités aujourd'hui, on a envie d'être mobile. Pour autant, les managers accueillants ou les managers laissant partir, souvent, dans ce qu'on entend, c'est qu'ils vont nous laisser partir
les mauvais éléments. Et donc, on n'a pas confiance, on n'est pas sûr. Il y a aussi un problème de rétention, c'est-à-dire que les bons éléments, je veux les garder pour moi parce que j'ai du mal à recruter. Et donc, du coup, j'essaye de quand même si il y a toute une logique de process mobilité, à un moment, il y a quand même un échange avec le manager. Et parfois, il y a quand même cette espèce d'empathie managériale qui se dit solidarité. Bon, ok, je te le laisse lui. Il y a aussi le temps de libération. Quand on prend un collaborateur de l'extérieur, quelque part, c'est facile parce que on sait qu'il y a 3 mois de préavis, alors que quand on le prend en interne, moi j'ai des exemples, des fois ça met 5-6 mois. Il y a aussi un autre sujet qu'il faut casser, c'est la confidentialité. Enfin, à partir du moment où un collaborateur postule, parfois dans sa relation avec son manager, il a peur de postuler parce que le manager va être au courant. S'il n'est pas pris, il va se dire ouais mais attends, moi j'ai voulu partir, comment le manager va prendre ça, il va le savoir. Donc je pense qu'il y a des règles à mettre en place qui sont... ce que tu disais aussi, mais la confidentialité déjà, jusqu'à ce qu'il y ait une réponse vraiment positive de l'autre côté, c'est ok, personne n'est au courant tant qu'il n'y a pas un mouvement qui se met en place. Comme ça, si c'est négatif, il n'y a pas de problématique de j'ai voulu bouger, j'ai foiré, on le sait, et tu vois, la relation est un peu biaisée. Moi, je trouve que c'est important quand même ça. Je sais pas, parce que là, c'est un peu le vivon caché. Et je sais pas... Enfin... Je me dis, en fait, pour moi, pour que ça fonctionne, je pense qu'il faut plutôt aligner tes managers, mais qu'en fait, culturellement, ils n'aient pas le choix, en fait. Mais l'alignement des managers, c'est bisounours aujourd'hui. Je sais pas. Chez toi, ça se passe comment ? En fait, là où je te rejoins pas, Joe, et j'ai vécu, moi, cette situation en tant que manager d'un collaborateur qui a postulé jusqu'au bout du process et un peu derrière mon dos. Moi, je l'ai hyper mal vécu en tant que manager en me disant... En fait, il me fait un bébé dans le dos et qu'est-ce qui fait que je n'ai pas pu l'accompagner dans le process de recrutement ? Parce que c'est aussi ça mon rôle de manager, au-delà de ma casquette là, de directeur de recrutement, c'est en tant que manager, comment mon collaborateur qui postule et peut-être qui échoue, comment je peux l'accompagner derrière pour le développer, pour que la prochaine fois, il soit dans un succès. Et si je ne le sais pas, je pense que je le vis de façon négative, qui fait que j'ai moins envie de l'accompagner derrière ou de lui donner toutes les billes nécessaires. Mais toi, tu es un manager qui a travaillé sur toi, tu es un manager qui sait qu'il faut développer ses collaborateurs. Or, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de promotions verticales qui font qu'on a des experts qui sont devenus managers. Manager, c'est quand même une compétence qui s'apprend. Et aujourd'hui, quand on a une équipe qui fonctionne bien, souvent des managers se disent si la personne veut partir, c'est aussi peut-être parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas forcément bien mis en place. Et donc, il y a aussi simplement des collaborateurs qui se sentent tellement loyaux et redevables envers le manager qui n'osent pas dire « je veux te quitter ». Ouais, c'est vrai. Parce que la relation managériale collaborateur, parfois, elle est tellement forte que c'est un peu, entre guillemets, un peu comme dans un couple où on va se dire « non, mais j'ose pas lui dire ça parce que je veux pas le blesser ». Mais en même temps, moi, j'ai envie de me développer et aller voir ailleurs alors qu'il m'a tout donné. Il y a cette dualité qui est un peu particulière. Donc, ok, pas à faire dans le dos, mais au moins rester confidentiel jusqu'à un aval positif de, on va dire, d'une ou 2 étapes, quoi, pour être sûr qu'on soit sur le bon chemin. Nous, c'est ce qu'on a mis en place et ça libère pas mal de candidatures, on va dire. Chez nous, c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire que dans les principes de sélection et dans le process de recrutement, le recruteur, quand il a un premier contact avec le candidat interne, l'invite à alerter son manager ou à le prévenir en tout cas. Ouais. Mais tu as quand même cette rétention des managers. Tu l'auras toujours et tu as ce grand... Est-ce que le manager fait partie de la prise de décision et doit donner son accord ? Non. Ok. Il donne son avis au manager. Après, on a trouvé un peu le... tu as toujours ce cas du collaborateur qui postule, avec qui ça se passe mal avec son manager, et du coup, le manager le plombe. Et donc, sur le process, nous, ce qu'on essaye de travailler, ça ne marche pas à 100% des cas, il ne faut pas se le cacher, hein, mais c'est de faire intervenir le RH de l'unité, donc magasin ou entrepôt, comme un peu conciliateur. Lui, il a l'historique du collaborateur, il a l'historique aussi disciplinaire s'il y a besoin, enfin, il ne faut pas se le cacher, pour que le manager qui accueille ait toutes les billes sans les biais du manager actuel. Après, forcément, on dit toujours les hommes ne nous appartiennent pas, avec un grand H, mais on l'a toujours malgré tout. Et déjà, je ne sais pas comment vous fonctionnez chez vous, mais sur ce qu'on appelle chez nous la talent data, donc qui est là où tu viens de dire la potentialité, le niveau de perf, la mobilité, le next step,
tu as déjà une rétention de certains managers qui ne remplissent pas ces datas-là parce que s'il est visible dans le système, on va me le prendre. Le meilleur exemple, c'est le DIRCO, qui a une équipe qui cartonne, qui lui permet d'atteindre ses Bien objectifs sûr. et qui va avoir une rétention terrible sur ses équipes parce que ça va mettre en danger son chiffre, quoi. Et un autre sujet aussi, c'est la transparence, parce qu'on le sait tous, c'est-à-dire qu'il y a plein de postes qui sont hyper intéressants, mais qui sont confidentiels parce qu'on est en train de virer rupture conventionnelle sur un autre, ou alors réorganisation, du coup on est dans une logique un peu discrète finalement, et donc ces postes-là, ils sont pas à la bourse à l'emploi, on dit pas, tiens, il y a le DIRCO qui part, hop, c'est toujours des systèmes un peu... identifié en Soum Soum. Donc je pense qu'il y a des choses où il faut vraiment il faut beaucoup de transparence aussi pour avoir une vraie mobilité qui soit assumée et qui soit actée. C'est-à-dire que quand il y a un poste qui s'ouvre et qui est hyper intéressant, et si on est en train de licencier quelqu'un, on attend que cette personne soit licenciée, et là on ouvre ce poste-là à la mobilité. Or, c'est rarement ce qui se fait, on ne va pas se le cacher. Enfin, même moi, ça m'arrive dans mes équipes d'avoir en tête une création d'orga. Et des fois, je me dis, j'ai déjà la personne. Et voire, des fois, on fait l'orga en fonction de la personne. Des personnes. Donc, je pense qu'il y a aussi ce frein à cacher, c'est-à-dire stopper, garder de la transparence et ouvrir vraiment tous les postes. Et comment tu mets à disposition des collaborateurs suffisamment d'éléments de clarté pour qu'eux-mêmes... et l'envie d'aller regarder, tiens, je pourrais aller bosser dans tel autre magasin, dans tel pays, changer de filière métier. Comment je peux m'y prendre ? Comment ils sont accompagnés là-dedans ? Le gros avantage de ma double casquette opérationnelle et communication avec la marque employeur, c'est de pouvoir travailler de façon transverse sur ces messages. Et on pense souvent la marque employeur comme sous le pavé de l'attraction. Et donc, comment je vais communiquer à l'externe à mes candidats ? Pour moi, c'est d'abord comment tu travailles sur ta rétention et comment je communique sur l'interne. Ça, on est encore en chemin, mais ce qu'on destine à l'externe, et notamment des vidéos d'explication de métier, c'est quoi être employé logistique en entrepôt, ce qui est très très obscur quand tu travailles en magasin. C'est quoi être architecte d'intérieur en magasin, à l'inverse pour éclairer sur les entrepôts. Donc ça, on le met aussi à disposition sur nos plateformes métiers. Là, on va essayer de prendre un gap cette année en allant encore plus loin. On réfléchit à des trucs sur des podcasts, des choses comme ça, qui permettraient d'expliquer en interne ce que sont les métiers, ce que sont les parcours possibles, pour pouvoir les utiliser derrière en externe. Mais le but premier étant l'interne. Et du coup, très concrètement, je bosse en magasin. Je rentre chez moi le soir, j'en ai marre de bosser en magasin. Ça fait 5 ans que je fais ça. Qu'est-ce que je fais ? En tant que salarié, j'ai accès à quoi ? Tu as accès déjà à ce que je te disais tout à l'heure, la bibliothèque des métiers ouverts. Tu as accès en intranet aussi ce qu'on appelle les compétences profile, les profils de compétences. Donc ça, tu peux aussi te renseigner en étant leader de toi-même. Et si tu as besoin d'aide, tu as des équipérages dans toutes les unités de façon décentralisée. Donc dans chaque magasin, tu as une équipe RH, dans chaque entrepôt aussi, qui sont là en support, en plus de ton manager, qui est pour moi le premier RH. Si j'identifie un job, je fais quoi ? Je postule directement ? Je contacte mon RH ? Tu postules directement. Et toi, enfin les équipes RH, pas toi perso, mais les équipes RH vont analyser la candidature finalement comme un candidat. Exactement, dans notre classique. ATS, la candidature tombe flaguée en tant que candidat interne et après le recruteur se rapproche de lui. On a un process d'ouverture en interne entre 7 et 14 jours en fonction des postes en exclusivité avant de l'ouvrir en externe. Les recruteurs, eux, gèrent ces candidatures en prio, en tout cas sur cette période-là. Et après, notre volonté, c'est que chaque candidat interne soit rencontré par le manager et qu'il n'y ait pas un filtre, sauf si la candidature est vraiment déconnante. Tu as un pourcentage un peu du recrutement interne versus externe ? Là, on est, je te dirais des bêtises. Il faudrait faire le calcul. On est à 5000 entrées, 4000 entrées, 4500 entrées sur l'année dernière et 1200 mouvements en interne. C'est déjà pas mal, ouais. Ça fait déjà un beau ratio, donc ça veut dire... On est sur un quart à peu près, Ouais, donc ça veut dire que ça fonctionne, que c'est bien établi et que quelque part, il y a eu aussi un travail sur la culture d'entreprise pour favoriser ça, parce que tout à l'heure tu dis les managers font de la rétention, mais j'imagine qu'à un moment donné, les managers, on leur dit aussi, ça fait partie du job de faire la promotion de ces mobilités internes, parce qu'économiquement, c'est aussi un gain pour l'entreprise, ce type de process.
Ah bah bien sûr, va chercher un CFO, enfin un responsable finance à l'externe. Si tu le fais venir à l'interne, ça te coûte moins cher. Et sur le recrutement, mais aussi sur le onboarding, tu viens fiabiliser que la personne a déjà une adéquation avec les valeurs de l'entreprise, avec le fonctionnement de l'entreprise, parce que chaque boîte est processisée d'une façon ou d'une autre. Donc là, tu viens déjà fiabiliser cette partie-là. Ouais. Alors, une question un peu annexe. Quand tu fais un recrutement, j'imagine qu'un externe, tu dois avoir un onboarding spécifique propre à IKEA. Quand tu le fais en une mobilité interne, il y a le même process de re-onboarding quelque part qui est mis en place? Pas exactement. Ça va dépendre déjà s'il y a un changement de lieu de travail ou pas. Globalement, tout ce qui est pavé culture, valeur, dont en plus moi j'ai la charge sur la partie recrutement et intégration. Ça, on le fait par redécouvrir, on fait par relire le testament d'Ingvar Kamprad, le fondateur, bien qu'on devrait le lire tous les jours normalement. Mais, Ah bah, tu me l'as lu au café ce matin bien en sûr. arrivant. Mais non, on va pas sur ça. Par contre, il y a une intégration sur découvrir le nouveau lieu de travail si besoin, découvrir la nouvelle équipe. Ça, c'est commun, interne, externe. Et après, sur la découverte du métier, là, quoi qu'il arrive, on est obligé de le faire. Tu as quelques exemples à nous citer de mobilité marquante au sein du groupe, hein? Je parlais tout à l'heure de quelqu'un qui a commencé avec Caddyman, donc je pense à Abou, qui est aujourd'hui directeur du magasin de Bordeaux, qui a été Caddyman, donc c'était un poste où tu pousses les caddies, tu ranges les caddies pour les clients, et avec un parcours dans le commerce, en tant que responsable commercial, etc., et une mobilité géographique aussi, et maintenant directeur à Bordeaux. On a plus récemment Mathieu qui était dans les entrepôts à Metz, enfin, dans un de nos entrepôts à Metz, et qui est maintenant aux États-Unis. Je pense à Delphine qui a commencé sur des métiers de la vente en région parisienne, qui est aujourd'hui directrice du magasin de Reims. Il y en a plein. Est-ce que ça, justement, parce que bon, on va pas se mentir, la mobilité interne en France, si on prend l'ensemble des entreprises, c'est quand même quelque chose qui est assez peu développé aujourd'hui dans l'écosystème français et dans la mentalité générale. En général, quand on a envie de bouger, on s'en va, avant même d'aller regarder s'il y a des opportunités internes. Mais finalement, est-ce que c'est pas le meilleur levier de marque employeur actuel au regard des attentes justement des candidats de quête de sens, enfin même des trucs tout bêtes. Je m'entends plus avec mon manager, je suis pas forcément obligé de me barrer. Je peux peut-être aller bosser dans une autre équipe. Est-ce que ça, c'est un truc que tu mets vraiment en avant côté marque employeur? On est encore en train de travailler sur notre stratégie marque employeur. Et sur qu'est-ce qu'on veut dire et qu'est-ce qui nous différencie réellement. Pour moi, je dis souvent, beaucoup de boîtes se targuent de cette transversalité des parcours, et chez nous, c'est réel. C'est réel, j'en suis le premier exemple. Et c'est facile. On en rigolait tout à l'heure, mais je schématisais et j'allais très vite dans l'explication de comment je suis passé du contrôle de gestion au RH en allant boire un verre avec quelqu'un de la DRH, mais c'est ça. Enfin, c'est comment tu prends les discussions de façon formelle, informelle, et sur un process d'un mois, tu fais un vrai switch et un vrai pont d'une fonction financière à une fonction humaine. Donc ça, c'est possible. Et pour moi, oui, c'est une des grosses choses à communiquer, comme tu l'as dit, pour des populations qui ont envie de changer, ont envie de se développer aussi sur différents aspects. Aujourd'hui, j'ai arrêté de me développer sur les finances, j'ai envie de me développer sur quelque chose d'un peu plus humain, avec le recrutement comme une porte d'entrée, mais pourquoi pas. Et ça, on peut l'imaginer sur après la logistique, revenir en magasin, pourquoi pas. Enfin, voilà, il y a plein de choses possibles. Non, c'est vrai qu'après, les politiques mobilité interne, c'est vrai qu'en France, elles sont souvent vues à 180 degrés. Or, aujourd'hui, une vraie politique mobilité, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle soit vraiment à 360. C'est-à-dire qu'on doit travailler effectivement sur le collaborateur, on doit travailler sur le manager, on doit travailler sur le sponsoring, c'est-à-dire aussi que la direction soit convaincue que la mobilité interne, c'est la solution. Et il faut également la travailler dans une manière, alors mais dans une manière assez temporelle, c'est-à-dire qu'on a la logique où on postule sur des offres qui sont mises en ligne, mais il y a aussi la logique de bourse
interne où effectivement on reçoit tout au long de l'année des collaborateurs afin de les positionner dans un vivier et qu'ils soient priorisés lorsqu'un poste s'ouvre ou alors quand il y a des organisations qui se créent. Et puis il y a une autre logique aussi, c'est que on parlait de parcours transverse, c'est facile dans certaines entreprises, plus difficile dans d'autres. On parle beaucoup des compétences transférables, des soft skills, et aujourd'hui on ne mise pas suffisamment dessus. Mais moi j'essaye là par exemple aujourd'hui de créer une espèce de carte de métro. C'est facile, quand tu vas dans le métro, tu connais pas, tu es touriste, tu appuies sur un bouton et on te dit le chemin. Et c'est un peu pareil dans les compétences, c'est-à-dire pour atteindre tel poste, il faut passer par tel et tel poste ou alors telle et telle compétence. Et c'est vrai que quand tu es collaborateur et que tu te trouves devant cette carte, tu sais exactement où aller. Et aujourd'hui, c'est souvent ce qui fait défaut. C'est-à-dire on a des profils de compétences, on a la capacité à se projeter, elle est compliquée. Des chemins, mais il manque vraiment le chemin très pragmatique. C'est-à-dire en 2 ans, tu vas passer de ça à ça, parce que tu vas passer par ça, et tu vas atterrir telle compétence. Et surtout que dans 2 ans, on n'arrive pas à se projeter si on aura vraiment un poste pour toi. Donc en fait, c'est aussi cette dynamique qui reste complexe en France. Alors que peut-être dans les autres pays, c'est plus facile parce que cette vision à long terme existe un peu plus facilement, on va dire. Ouais, ou parce que tu as plus de flexibilité au niveau des organisations. Aussi. Si tu opposes le modèle américain au modèle européen, on n'est pas du tout dans la même vision des choses, ni dans le même rapport au travail. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, et c'est pour ça que je pense que la mobilité devrait avoir une place plus importante. Alors évidemment, dans les entreprises déjà d'une taille suffisamment importante, le process de mobilité en dessous de 1500, 2000 collaborateurs, ça n'existe quasiment pas, mais dans les tops un peu des attentes aujourd'hui, candidats, collaborateurs, dans le top 5, on va retrouver le besoin en formation, en développement, qui n'existait pas avant le Covid. Puisqu'avant Covid, on était presque encore dans le moule de se dire allez, je vais faire 10, 15 ans chez Ikea, voire je vais faire toute ma carrière. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Enfin, très, 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 très rarement. Donc, je pense que la mobilité interne est finalement le meilleur outil de développement des talents à l'avenir, non ? Après, c'est quand même assez paradoxal, les attentes, parce que... C'est le meilleur outil de rétention à la disposition des entreprises. Oui, mais dans un sens, on te dit culturellement aujourd'hui, quand tu restes plus de 2 ans sur un poste, c'est que tu n'es pas quelqu'un de... Enfin, en tout cas, c'est dans l'inconscient collectif, c'est quelqu'un que tu n'es pas très évolutif, parce qu'en général, il faut changer de poste tous les 2-3 ans, que les candidats ont envie de changer tous les 3 ans. Ça, c'est plutôt très récent. Oui, mais justement, c'est paradoxal. À mon époque, 2-3 ans, j'étais un mercenaire dans la vision, dans la perception des entreprises. Oui, et pour autant, aujourd'hui, c'est un peu la norme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'inconscient, je ne sais pas si c'est chez toi, mais de manière générale, quand tu parles avec un manager ou quand tu parles avec n'importe quel candidat, c'est moi, je reste 2 ans max sur un poste et puis après, je bouge. Ou alors, le manager, il dit, moi, des gens qui restent 3 ans sur un poste, c'est pas les top profiles. Et aujourd'hui, c'est dommage d'avoir cette politique-là parce que ça encourage pas, justement, à rester au sein de sa société pendant 5, 6, 7 ans. J'ai pas tout à fait la même vision que toi parce que je pense que cette vision-là, c'est une vision... C'est pas ma vision, attention. Non. C'est une vision crise sanitaire, post-crise sanitaire. Parce qu'on sait très bien que de toute façon, de 2020 à 2023, il y a beaucoup de gens qui ont fait des erreurs de choix, qui ont été vraiment leur mindset à vriller pendant le Covid sur leurs attentes, leurs envies, et qu'on voit très bien qu'aujourd'hui, il y a un vrai retour à quelque chose de plus normal. Et autant les gens pouvaient se dire, de toute façon, si ça ne me plaît pas, je m'en vais, il y a 1 an ou 2. J'ai l'impression qu'on est un peu moins là-dedans quand même en 2024 et qu'on va plutôt tendre à quelque chose de plus raisonnable. T'en penses quoi, toi, Benoît ? Je pense que le constat, il est aussi lié à la branche du retail et qui est aussi paradoxal d'une boîte à l'autre. Ouais. Decat, je pense que j'ai dû faire 5 ou 6 métiers en 10 ans. Je n'ai pas dépassé les 2 ans et demi sur un métier parce que j'étais là-dedans. Et effectivement, je te rejoins. Au bout de 2 ans et demi, tu te posais des questions sur quand est-ce qu'il bouge, quoi. Chez Ikea, c'est des parcours un petit peu plus longs. À l'inverse, on a presque même des fois des biais de « ça fait pas longtemps qu'il est arrivé ». Le gars, c'est peut-être juste une flèche. Donc, c'est compliqué. Et après, pour ce que tu ça évoquais... dépend des secteurs.
Ouais, des secteurs, des boîtes et je pense aussi des managers et de l'écosystème qu'il y a autour. Et par rapport à ce que tu disais, je trouve qu'on a encore aujourd'hui des gens qui arrivent et qui partent assez facilement parce que ça leur plaît pas. Il y a quelque chose dans lequel ils ne retrouvent pas l'adéquation. Et ça, je pense que c'est un vrai changement dans le Covid. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis plus prêt à faire de concessions. Je fais souvent le parallèle avec le mariage. Nos générations, en tout cas, sont plus les mêmes qu'avant. Tu as beaucoup plus de facilité à divorcer qu'il y a une dizaine, vingtaine d'années, peut-être même un peu avant. Aujourd'hui, tu as une désadéquation, une inadéquation avec les valeurs de la boîte ou avec un pavé de ton métier. Tu te dis, bon, je vais aller voir ce qui se passe ailleurs beaucoup Souvent plus facilement. Basiquement avec ton manager. Et puis, il y a quand même... Exactement. Et peut-être C'est même la clé surtout avec le principale. manager. Hein. Il y a quand même un truc, moi je trouve que, et je le redécouvre là en étant chez Synergie, je trouve que il y a une beauté dans le fait de rester 15 ans sur le même poste, parce que c'est aussi, la mobilité, c'est aussi apprendre à se réinventer dans son poste. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu fais 15 ans dans ton poste que pour autant, t'es pas une flèche, t'es pas un mec évolutif, c'est juste que peut-être que en fait, ça te convient bien parce que ta personnalité fait que t'es bien dans ton écosystème et que tu te développes bien dans ton poste, tu deviens expert, tu deviens tout ce que tu veux. Et l'idée, c'est peut-être aussi d'apprendre à mettre de la mobilité graduelle dans le poste. C'est-à-dire que des fois, il n'y a pas de poste au-dessus, mais tu prends un responsable d'agence chez nous, ou n'importe quel, un chargé de compte, tu peux avoir un chargé de compte senior, un chargé de compte junior. Et je pense que c'est important de mettre de la granularité dans ton propre poste pour te réinventer toujours et pas avoir forcément besoin de sauter dans un autre poste, dans un autre service. Et moi, je trouve, et on n'est pas d'accord là-dessus peut-être, mais je trouve que je milite, entre guillemets, pour aujourd'hui dire, quand tu restes 5 à 10 ans sur ton poste, sur le même poste, c'est bien parce que ça crée de la stabilité, ça crée de l'expertise, ça crée de la profondeur. Et aujourd'hui, on a trop de gens qui font plein de sujets en même temps et qui ne les maîtrisent pas profondément. Oui, c'est sûr. Et ça, je trouve ça dommage aujourd'hui. Il faut l'équilibre, effectivement. De toute façon, dans une équipe, il te faut des potentiels, il te faut des experts. Si tu fais le parallèle avec une équipe de foot, il te faut des gars qui sont dans le club depuis le début de leur carrière et qui génèrent les valeurs du club. Qui accompagne les futurs C'est pour ça que Marquinhos est toujours là. Ouais, on parle de foot et on parle du PSG, ça va être compliqué là le podcast. Ah ouais. Il vient de Marseille. Ah merde. Oui, non, mais t'as raison. Il te faut une base solide solide, plus ancrée culturellement, et puis après t'as tout en fait. Là où j'étais moins d'accord avec toi, c'est sur la répartition. Je pense qu'il y a plus de gens qui sont encore dans le mood je bouge pas que des gens qui sont prêts à bouger tous les 2-3 ans. Parce que là, tu es en train de me parler peut-être d'une population en particulier, mais moi, le ressenti que j'ai au global, c'est que ma vision en France, c'est que le salarié est plutôt attentiste qu'actif dans sa carrière aujourd'hui. Est-ce que ça vient pas aussi d'autre chose qui est le milieu du travail, mais des grands fondements qui sont l'accession à la propriété, oui, c'est sûr. où du coup tu te retrouves aussi enfermé à un moment donné à te dire hey, je partirai bien, mais j'ai aussi des charges, je suis pas tout seul parce que j'ai femme, enfant, etc. Et bon, je passe pas le pas parce que je suis enfermé, quoi. Je sais pas. Je sais pas, moi je sais pas si c'est vraiment une population ou pas, mais en tout cas moi je trouve qu'aujourd'hui il y a quand même cette course à je bouge. Moi je trouve, en tout cas je le constate, même quand je parle avec les candidats, peu importe l'âge qu'ils ont, c'est je suis à l'écoute. Bien sûr je suis à l'écoute. En fait non, pourquoi t'écoutes ? C'est-à-dire t'es bien quoi, t'as pas besoin d'écouter, pourquoi tu veux t'ouvrir entre guillemets des opportunités, quelque part des frustrations parce que peut-être tu sauteras pas le pas ou... Mais il y a beaucoup ça, je suis à l'écoute, j'écoute, voilà. Et donc tu disais c'est pareil dans le mariage ? Je pense que tu es beaucoup plus à l'écoute aujourd'hui qu'il y a 40, 50 ans, où tu faisais des concessions, tu étais prêt à le faire. Allez, je vais vous laisser entre les mains d'Eva qui va vous faire passer le fameux quiz avant ensuite de laisser Simon vous poser une ou deux questions pour conclure. Donc bienvenue dans mon quiz. Aujourd'hui, je vais vous poser 5 questions chacun. Vous allez répondre chacun votre tour et 0 commentaire, 0 précision.
Ok, on va plus précis possible. On répond en un mot ou En une un phrase, mot, c'est oui ou non. Par exemple, vous aimez les pizzas? Oui ou non? C'est tout. C'est bon? On y va. Selon vous, les employés préfèrent des évaluations de performance continues ou des entretiens annuels? Continue. Croyez-vous que le télétravail réduit la collaboration efficace entre les équipes? Oui ou non? Non. Quelle soft skill pensez-vous sera la plus importante pour les leaders RH de demain? Adaptabilité, empathie, pensée critique ou communication? C'est ton tour. Hein. Ah, je sais. Adaptabilité. Croyez-vous que le concept de semaine de travail de 4 jours deviendra la norme en France? Oui ou non? Non. Quel est votre environnement de travail idéal? Bureau traditionnel, 100% remote ou un mix des deux? Un mix des deux. Pensez-vous que l'IA va supprimer des emplois au sein de la fonction RH? Oui ou non? Oui. Pensez-vous que la diversité et l'inclusion sont actuellement bien intégrées dans les politiques RH des entreprises françaises? Oui ou non? Ça dépend. Oui ou non? Non. Ça dépend, ça dépasse. Hein. Avez-vous déjà envisagé de quitter un job à cause d'un manque de reconnaissance? Oui ou non? Non. Si vous pouviez introduire une nouvelle technologie dans la fonction RH de demain, laquelle choisirez-vous? Capteur biométrique pour le bien-être, interface cerveau-machine pour l'engagement des employés, assistant virtuel RH basé sur l'IA, recrutement en réalité virtuelle, évaluation des talents par onde cérébrale. Vous pouvez répéter la question? Complexe. T'as des questions complexes, toi, c'est bien. La troisième, c'était quoi? Assistant virtuel RH basé sur l'IA. On va faire ça. Ok. C'est déjà le cas, non? Pensez-vous que le droit du travail en France est un frein à la productivité des entreprises et au marché de l'emploi? Oui, Oui. ou non? Ok, super. C'est bon. Vous avez réussi le test. C'est bien. qu'on gagne. Je vous laisse entre les mains de Simon maintenant. Ça marche, merci beaucoup. C'est parti, on va à la conclusion. Merci pour l'échange déjà. C'était hyper transparent aussi, aborder les sujets qui sont parfois pas forcément les plus politiquement corrects. Ou avouer que, par exemple, tous les jobs ne sont pas ouverts à la mobilité interne. Il y a des arrangements, c'est pas un sujet le plus évident. Il y a une question que je me pose, c'est que on sait aujourd'hui que les hommes postulent plus facilement sur des jobs sur lesquels ils n'ont pas forcément toutes les compétences. Ils se disent on tente, on verra. Là où les femmes s'autocensurent beaucoup plus. Est-ce que vous mesurez le ratio homme-femme dans vos mobilités internes pour vous assurer que finalement le fait de laisser la place aux initiatives personnelles, ça favorise pas plus les mobilités des hommes que des femmes? Est-ce qu'on le mesure? Oui, il y a des baromètres pour ça et notamment des index égalité homme-femme. Hein. Alors, T'es obligé, ouais. chez Ikea, on est à 100% sur la partie magasin, 93% sur la partie entrepôt. Ce sont des scores qui sont juste exceptionnels. Arrête de te la péter un peu, c'est Non, fou mais ça quand même. Je me la pète pas, je suis hyper fier de bosser dans une boîte comme ça. Et après, à côté de ça, et tu as raison, on a ce biais interne et propre de certaines femmes, pas toutes, pour postuler et de passer le pas. On a lancé là un programme pour accompagner, je dirais des bêtises, mais je crois que ça s'appelle Leadership au féminin, mais une sensibilisation à ça pour justement casser les biais ou les freins qu'on se donne, les croyances limitantes qu'on se donne pour ça. Génial, merci. Moi, pour le coup, j'observe pas du tout ça parce que je suis dans un milieu qui est assez féminin. Le travail temporaire, c'est quand même assez féminin. Dans les agences, on a beaucoup de femmes. Alors, certes, il y a un plafond de verre à un moment où, effectivement, dans les fonctions très, très supérieures, il y a de direction, il y a peut-être moins de femmes. Pour autant, je trouve qu'il y a quand même un effet Pygmalion avec cette histoire de les femmes postulent moins parce que elles se sentent pas légitimes ou elles ont les compétences. C'est fait. À force de le dire, parce qu'on le dit de plus en plus maintenant, il y a deux mouvements. Il y en a effectivement qui se confortent dans ça, et il y a l'effet inverse qui est plutôt la rebelle qui va aller, pour le coup, aller postuler sur des postes plus élevés, le côté genre soi-disant la femme un peu plus masculin. Je trouve que, je pense qu'il y a un peu de tout, mais effectivement, il faut mesurer, il faut monitorer, il faut mettre en place des politiques où l'égalité d'évolution, elle est la même. Après, effectivement, à compétences égales, il y a des hommes qui sont meilleurs que des femmes, et ça, il faut aussi se l'avouer. C'est-à-dire, il y a un moment, c'est pas parce que tu vas privilégier un homme que tu desserres une femme. Non, c'est juste que compétences égales, alors qu'aujourd'hui, on a un peu l'inverse quand même. Hein. Ouais, d'où le monitoring, pour s'assurer que ce ne soit pas le cas. Quand 10 personnes postulent en interne sur un job, elles ont toutes en tête le fait qu'elles sont prêtes à bouger, elles commencent à se projeter.
à la fin, vous allez dire non à 9 sur les 10. Est-ce que vous regardez derrière l'impact que ça peut avoir sur le turnover ou l'engagement? Est-ce que finalement, elles ne sont pas déjà mises dans un mood où elles veulent bouger? Et si finalement, vous ne leur offrez pas ça, ça va détériorer leur engagement vis-à-vis de leur job plutôt que les mobiliser en disant « je peux bouger dans la boîte, donc je vais rester à 100%. » quoi. Allez, je commence. Moi, je trouve que ça, c'est vrai, c'est une vraie question. Souvent, moi, les gens que je vois en mobilité, c'est ceux où c'est le last time. C'est-à-dire, c'est vraiment effectivement, j'essaye ça, et puis de toute façon, c'était un signal. Si je suis pas prêt, je me barre. Et je trouve que c'est toujours très compliqué de donner une réponse négative en interne. Il faut hyper bien l'accompagner. Moi, je vais en donner une là bientôt. Il faut quand même hyper l'accompagner en montrant que c'est pas un problème non plus de... c'est plus un problème de temporalité qu'un problème de volonté pour accéder à un autre poste. Et il faut beaucoup suivre ces collaborateurs-là après si on veut pas qu'ils partent. Après, il y a des fois où on sait très bien et on va dire non parce que quelque part, on cherche que la personne parte. Donc, c'est aussi... c'est deux leviers un peu différents. Mais oui, il faut hyper bien accompagner ça derrière. Donc, en fait, il y a deux types de réponses négatives, on va dire. Il y a le non et il y a le pas maintenant. C'est ça. Ouais, je te rejoins et je pense que la recette, elle est dès le départ. C'est-à-dire quel coaching on fait aussi de notre collaborateur et comment on le prépare. Quand le manager prépare son collaborateur qui postule autre part, s'il est au courant, pour qu'il soit dans les meilleures conditions. Comment le manager qui recrute ou le recruteur prépare aussi le candidat et construit sa base d'entretien. Alors, on ne fait pas toutes les méthodologies de recrutement, mais le feedback, il est construit pendant l'entretien et glaner des choses factuelles. Et le feedback derrière va être hyper important sur la bienveillance qu'on y met, si derrière, il y a une offre de développement nécessaire. Après, je te rejoins, il y en a certains, on sait que quoi qu'il arrive, ils vont partir derrière. Mais même si tu es hyper accompagnant, il y a de la frustration qui est énorme parce que... C'est normal. Même si tu n'as pas les compétences, si tu n'as pas tu as tout ce qu'il faut sauf peut-être les compétences, il y a le truc de « ouais, mais je suis un interne, donc j'ai la culture, donc on pourrait m'apprendre. » Et en plus, c'est ce qui est véhiculé. Or, aujourd'hui, c'est vrai que sur des postes, comme on est sur des structures qui sont assez courtes, on attend que les personnes aient toutes les compétences, on ne veut pas attendre de les développer. Et des fois, on est même plus exigeant avec l'interne qu'avec l'externe. Et en ce sens-là, est-ce que c'est pas un peu hypocrite la façon dont on construit la mobilité? C'est-à-dire qu'on dit aux gens, allez-y, postulez. Au final, on sait qu'il y en a, avant même qu'ils aient postulé, on leur dira non. Donc on leur laisse le faux espoir alors que derrière on les tacle. Et on leur laisse faire le job, on va dire se mouiller eux-mêmes en disant je suis intéressé pour leur dire non. On pourrait prendre la position inverse. On pourrait se dire, nous on connaît les personnes, on identifie leur potentiel, c'est nous qui allons les voir en leur disant hey, t'es là depuis un moment, on a vu que t'avais un super potentiel pour ça. Est-ce que ça te dit qu'on parle de certaines opportunités? Là, la personne, c'est comme le sourcing dans le recrutement. Elle est super valorisée, on va la chercher. Et si on lui dit non, bon, c'était du bonus, c'est pas grave. Là, on se met dans une posture inverse où, en fait, on crée un processus déceptif, là où on pourrait aller vers en fait, on s'occupe de toi, en fait, on s'occupe de ta mobilité, de ton parcours de façon proactive. C'est pas à toi de te bouger pour le faire. Et la question un peu associée, finalement, c'est que est-ce que ce processus-là, ça favorise pas les gens qui sont carriéristes et qui ont la dalle et qui vont aller postuler de ceux qui sont plus hésitants, voilà, quoi, alors qu'en fait, ils seraient tout aussi méritants dans les mobilités. Je pense qu'en faisant ça, tu favorises la suite. Par contre, tu viens créer une problématique en amont. C'est-à-dire, si j'ai un meilleur réseau, je vais être sollicité plus facilement. Tu vas peut-être aussi avoir de la favorisation au niveau des profils qu'on va chercher. En tout cas, il y a ce risque à sécuriser. Après, moi, je me bats au quotidien pour que quand on a des profils internes qui sont identifiés, où on sait qu'ils vont postuler, on les rencontre en amont de l'ouvrir en externe, Ah ouais, donc et qu'on leur dise... Tu joues sur les deux plans, en fait. Alors, dans l'idée en fait, du process sur un poste classique, on va d'abord l'ouvrir en interne, puis potentiellement en externe. Il y a certains managers qui vont l'ouvrir systématiquement en externe pour benchmarker nos internes. Moi, je me bats pour qu'on dise oui ou non à nos internes d'abord, avant de l'ouvrir en externe. Parce que c'est un peu la responsabilité qu'on a. De dire, OK, tu as postulé, déjà, tu as eu le courage de lever la main. Voilà, et je te dis tout de suite, peut-être que ça ne le fait pas. Et pour en revenir à ta question d'avant, pour moi, la recette, c'est la transparence. Oui, tu n'es pas prêt. Et c'est OK de ne pas être prêt dès lors que j'identifie pourquoi tu n'es pas prêt et qu'on peut t'accompagner derrière. Merci beaucoup pour cet épisode. Merci de nous avoir suivis. Et puis, on vous proposera rapidement un prochain épisode de T'as raté le coche. Merci Benoît, merci Jonathan. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Ciao. À bientôt.